Bonjour à toutes et à tous. Alors, je m'appelle Albéric Trancard, je suis tech lead et coach chez Théodo. Donc, on a une boîte de services qui bosse à la fois à Paris, Nantes et Lyon. Et un truc que j'apprécie dans mon job au quotidien, c'est faire du CSS et former d'autres développeurs au CSS. Et on va parler de CSS aujourd'hui. Et pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire d'horreur. Le genre d'histoire qu'on raconte autour du feu pour terrifier les nouveaux développeurs. Il était une fois une personne qui voulait se mettre à apprendre le HTML, le CSS et le JavaScript. Et comme premier exercice, cette personne s'est dit « Ok, je vais refaire le logo de ce talk parce que, après tout, pourquoi pas ?» Et la personne a appris à faire du HTML et elle sait qu'en mettant du texte dans des balises et en ouvrant ce fichier avec un navigateur, le navigateur va afficher le texte. Donc essayons, attention, j'écris le CSS, ça s'ouvre souvent, et ça apparaît dans le navigateur. Magnifique. Maintenant, avec le CSS, j'ai appris que je peux cibler un élément du DOM avec une classe et lui appliquer du style. On essaye. Attention. 3, 2, 1. Font size 30 pixels. Waouh! C'est extraordinaire. Vous avez vu, j'ai écrit font size 30 pixels et la font size, elle a grandi à 30 pixels. Attendez, je suis sûr qu'on peut faire encore mieux. 1, 2, 3. Font family sans sérif. Ça marche. C'est magique. J'écris et ça marche. Alors, et puis encore mieux, les éléments HTML ont du style par défaut. Par exemple, hop, strong, ça font weight bold. Waouh! Et on va pas s'arrêter là, parce que maintenant qu'on a une baguette magique dans les mains, on continue, quoi. Allez, boum, un peu de couleur, et un peu de border, et puis, pourquoi pas, du padding, et on va se restreindre un peu quand même pour être un peu plus carré, voilà, un peu de winds, tranquille. Et puis, on est en 2023, quoi, faut des coins arrondis. Qui aime les coins arrondis, quoi? Toi, t'as un coin arrondi. Toi, t'as un coin arrondi. Tout le monde a des coins arrondis. Waouh! C'est génial, c'est magique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance du truc. J'écris des choses dans mon éditeur de code et le navigateur exécute mes instructions à la perfection. C'est magique. Bon, je pense qu'on a fait un bon boulot. Je pense que ça serait cool si on alignait verticalement tout ça. Pourquoi vous rigolez? Ok, bon, on va essayer. Attention, 1, 2, 3, vertical align, middle. Quoi? Vertical align, middle. Attendez, je pense que si j'y pense vraiment très très fort, ça va marcher. 1, 2, 3, vertical align, middle. Non. Bon, il n'y a plus de batterie ou ça marche pas. Ouais, je vais chercher de l'aide. Alors, comment centrer un div verticalement? Alors, ouais, une solution à mon problème, ça a l'air d'être pas mal. W3School, comment? Ok, on regarde. Alors, container, position relative, vertical center, position absolue, top 50%, moins ms transform, translate y, moins 50%. Ok, bon, je comprends pas trop, mais on va le copier-coller, on va voir si ça marche. Ok. Ouais, ça marche, mais j'ai l'impression que c'est de la magie noire. Avec cette petite histoire, j'ai essayé d'encapsuler toutes les frustrations que vous avez pu avoir en entendant ces 3 lettres d'affilée. CSS. Alors, malheureusement, la magie, ça n'existe pas. Alors, oui, le CSS, ça nous a tous frustrés. N'importe qui a passé plus de 2 heures à faire du CSS est tombé sur des problèmes comme ça. Et franchement, ça saoule. Si je veux vous convaincre d'une chose aujourd'hui, c'est qu'il existe un futur alternatif, un univers parallèle dans lequel ce n'est peut-être pas le cas, et vous aimez même peut-être faire ça. Alors,
comme je vous, au début, j'étais frustré par le CSS, puis je me suis mis à apprendre au fur et à mesure. À un moment donné, je me suis dit un jour, OK, je vais tacler ça, j'en ai marre. Et j'ai appris au fur et à mesure, et aujourd'hui, j'aime ça. Et quand j'en parle à d'autres développeurs, je me suis posé la question, mais c'est quoi le truc vraiment qui nous bloque pour essayer justement de leur faire aimer ça? Et je me suis posé cette question, et au début, je me suis dit, bah, le CSS, ça nous énerve parce que c'est pas très intuitif. Quelques exemples, il y a des propriétés qui cascadent et pas d'autres. C'est un truc qu'on ne trouve pas dans d'autres langages. Donc, par exemple, color s'applique à tous les enfants et pas padding. Ou encore, il y a des propriétés qui interagissent entre elles. Donc, position, z-index, ça fait des trucs bizarres. Bon. Ce qui se passe encore, c'est qu'il peut y avoir des comportements par défaut qui ne sont pas évidents. Si je prends un tag image, je m'attendrais à ce que ça soit un bloc, mais en fait, c'est un display inline, okay, ou inline block, mais soit. Mais si on veut être honnête, bah, comparons à d'autres langages. Et je vais comparer un langage qui est juste à côté, puisque c'est un autre langage web, le JavaScript. Eh bien, en fait, il y a aussi des trucs pas évidents. Si je prends l'indexation des tableaux, qui est d'ailleurs applicable à tous les langages de programmation, qui commence à 0, si vous demandez à quelqu'un dans la rue comment est-ce que je fais pour accéder au premier item d'une liste et vous lui dites que c'est 0, la personne elle va vous prendre pour un fou. Et pourtant, c'est un truc qu'on a appris, on ne se pose même plus la question, ça ne nous frustre pas et ça nous passe au travers complètement. La coercion des types, ça fait des trucs très rigolos. On en fait des blagues d'ailleurs, mais ça ne nous frustre pas plus que ça. Ça cause des bugs, oui. Alors on améliore, on fait des résolutions de problèmes, on met du typage, très bien, et ça marche, mais ça ne nous frustre pas. Et enfin, il y a aussi des comportements par défaut qui ne sont pas évidents. Donc ce bout de code, je m'attendrais à ce qu'il retourne 2, peut-être, et en fait il retourne 3. Voilà. C'est des trucs qui ne sont pas forcément intuitifs au premier abord. Donc je me suis dit, c'est peut-être pas ça. Est-ce que ça ne serait pas plutôt que le CSS, en fait, on doit le supporter sur plein de devices, et du coup, c'est ça qui nous énerve. Parce qu'il y a des propriétés qui peuvent être mal supportées. Donc là, grid ou position sticky qui sont mal supportées sur IE11. Bon, en 2023, vous ne devriez pas coder pour IE11, mais ça, c'est une autre histoire. Ou encore, il y a une infinité de résolutions d'écran possibles. Donc, quand vous faites un design, c'est impossible de prévoir à l'avance comment ça va se comporter sur tous les devices sur lesquels sont vos utilisateurs. Mais là encore, comparons avec un autre langage. Et en JavaScript, il y a aussi des choses qui ne sont pas supportées, par exemple promesse sur IE11. Et donc, vous devez transpiler votre code. Et personnellement, pour moi, configurer Babel, TypeScript, tout ça, ça n'a jamais été une partie de plaisir. Bon, je le fais une fois, ça marche. Et puis après, je ne touche plus. Et encore, là, on va supporter plein de choses en même temps. Donc, on peut faire du CommonJS ou des ECMAScript modules. On peut faire du Node, codé pour Node, ou du browser, voire les deux en même temps si on fait du server-side rendering. Donc, là encore, on supporte plein de choses en même temps. Donc, c'est peut-être pas ça. Et après quelques années, je pense avoir vraiment trouvé le problème de CSS. Et ce qui m'a mis sur la piste, c'est ce tweet qui demande « Est-ce que le CSS, c'est un langage de programmation ?» Et la réponse des gens sur Twitter, c'est non. Et effectivement, ce n'est pas un langage de programmation, c'est un langage de style sheet. Mais je me suis dit, ce n'est pas la bonne question. La bonne question qu'il faut se poser, c'est le CSS est-il un langage tout court? Pourquoi? Parce que je pense que ça va nous aider pour comprendre le problème. Alors, qu'est-ce qu'un langage? Parce que pour pouvoir répondre à la question, il faut savoir ce qu'est un langage. Un langage, ce que nous dit le dictionnaire, c'est que c'est la capacité d'exprimer une pensée au moyen d'un système de signes et le plus souvent d'une syntaxe. Le plus souvent parce que, par exemple, il y a des langages qui n'ont pas de syntaxe, comme la cartographie. Il n'y a aucune façon standardisée de faire des cartes, il y a juste des conventions, mais ça ne vous empêche pas de lire une carte. Alors, je vais le reformuler pour que ça aide à notre problème. Je vais dire que parler un langage, c'est exprimer une intention au moyen d'un vocabulaire et en respectant une grammaire. Et avec ça, ça va nous donner un prisme pour pouvoir analyser le problème du CSS. Alors regardons d'abord l'intention. Donc l'intention, c'est quoi? C'est dans votre tête, vous savez exactement ce que vous voulez dire.
Donc, si j'ai un interlocuteur en face, je sais ce que je vais dire, j'ai mis une suite de mots avec une syntaxe correcte, et ça passe bien. Si je suis un peu mal en point face à une soirée à cause d'une soirée la veille, bah, mon intention risque d'être moins claire, et donc du coup, je vais risquer de mal me faire comprendre. Et bah, avec le code, c'est pareil. Donc le code, c'est une suite de mots qui ont une syntaxe, et sauf que votre interlocuteur, c'est une machine qui les comprend. Sauf que dans le milieu professionnel, avec le code, ce qui se passe, c'est qu'on est rarement la personne à maîtriser l'intention. La personne qui maîtrise l'intention, on l'appelle usuellement le product owner. Et cette personne va vous transmettre l'intention au moyen d'une user story, un ticket, appelez-le comme vous voulez. Et le problème de ça, c'est que la user story, c'est un moyen de transmission d'informations imparfait. Et il y a une perte d'intention. Et quand il y a une perte d'intention, ça mène à des edge cases, ça mène à des bugs parce qu'il y avait des comportements qui n'étaient pas anticipés. Et en plus, vous interprétez. Donc peut-être que l'intention du product owner, bah, vous l'avez transformée et ça mène à d'autres bugs. Donc ça, on est habitué maintenant, on fait des problèmes, on s'améliore, amélioration continue, on gère les cas limites, on essaie de faire au mieux possible et la plupart du temps, ça marche. Mais avec le CSS, c'est pire. Pourquoi? Parce qu'avec le CSS, eh bien, le design, c'est rarement le product owner qui le fait. C'est très souvent une personne séparée qui fait le design, dont c'est le rôle spécifique, et cette personne va vous transmettre l'information au moins d'une maquette. Et une maquette, on va le voir, c'est un moyen très très imparfait pour transmettre de l'information. Et là encore, perte d'information, perte d'intention, vous interprétez. Et rappelez-vous que la force d'une chaîne d'information, c'est la force du maillon le plus faible. Donc il suffit qu'il y ait un couac là-dedans et ça foire. On va prendre un exemple. Si je prends une page, une maquette, bon, disons, voilà, une page Twitter, et j'ai ça sur Figma, et je m'intéresse, je veux coder la sidebar à gauche, et je m'intéresse à sa width. Et je vois sur Figma, c'est 200 pixels. OK. Mais quelle est vraiment l'intention? Quelle doit être la largeur de la sidebar? Est-ce que c'est une largeur absolue, donc 200 pixels comme me dit Figma, mais pourquoi pas 15 rem? Pourquoi pas 10 cm? Je ne sais pas, si je veux faire du print, ça peut être intéressant. Est-ce que c'est relatif? Un pourcentage du conteneur, un pourcentage du viewport, un ratio de hauteur sur largeur? Je ne sais pas. Quelle est l'intention? Et ça, c'est super important, parce que plus votre code est proche de l'intention, plus il résistera aux changements futurs et aux cas limites. Si je continue cet exemple, et que je mets ça sur un écran 4K, donc j'augmente la résolution. Si j'ai choisi une valeur relative, eh bien, la sidebar va grandir avec la résolution. Si j'ai choisi une valeur absolue, elle va rester, toute proportion gardée, la même chose. Donc là, on voit que bah, c'est super important. Et si on ne sait pas l'intention, bah, ce cas limite, il est géré différemment. Donc, l'intention, elle doit être super claire, surtout au niveau du design. Et c'est plus compliqué avec le CSS, comme on a vu. Maintenant, si on passe au vocabulaire. Donc le vocabulaire, c'est savoir le sens des mots qu'on utilise. Donc là, je parle, j'utilise des mots, je connais leur sens, je sais que vous avez à peu près le même sens dans votre tête, donc je suis à peu près sûr que quand on se parle, on se comprend. Et bien avec le CSS, il y a des pièges. Premier piège, c'est qu'il y a des faux amis. Donc je prends la propriété qu'on a vue tout à l'heure, vertical align ne sert pas à aligner verticalement un bloc dans son parent. Premier piège, il y a des faux amis. Deuxième piège, il y a de la polysémie. Donc la polysémie, je rappelle, c'est quand un mot peut avoir plusieurs sens. Donc si je dis par exemple le mot côte, vous avez sans contexte, vous n'avez aucun moyen de savoir si je parle de la côte d'Azur, d'une côte de bœuf ou de la côte que je suis en train de monter à vélo. Et donc, en CSS, il y a aussi de la polysémie. Vertical align, ça sert à aligner un élément inline au sein de sa ligne et aussi à aligner le contenu d'une cellule d'un tableau. Donc, deuxième piège.
Alors que dans les langages de programmation classiques, un if va toujours rester un if, un switch va toujours rester un switch, et ça ne bouge pas. Là, ça change. Dernier point, la grammaire. Donc la grammaire, c'est savoir formuler des énoncés corrects. Alors, pourquoi c'est important? Parce que si on ne formule pas des énoncés corrects, on risque de mal se faire comprendre. Et je suis sûr que si je faisais plein de fautes de grammaire à l'oral, plein d'entre vous me lanceraient des Becherel exceptions au runtime, et ça serait affreux. Donc, si je prends un exemple, en français, ces règles CSS, je les ai hier. Alors, nous, notre cerveau, comme la plupart d'entre nous ont appris la langue française très jeune, notre cerveau il répond à cette question en fait en une fraction de seconde. On n'y pense même pas, c'est même pas conscient. Mais pourtant, si quelqu'un veut vraiment répondre à la question, par exemple quelqu'un qui est en train d'étudier le français ou dont c'est pas la langue natale, si vous voulez vraiment répondre exactement à la question, vous devez maîtriser les concepts suivants: sujet, verbe, groupe du verbe, temps, accord sujet-verbe, singulier pluriel, masculin féminin, participe passé, auxiliaire, complément d'objet direct. Ça fait quand même un paquet de trucs que le cerveau manipule en une fraction de seconde. Maintenant, si je vous montre ce code. Donc on a trois petites balises, 3-4 petites balises et 2 règles CSS. Est-ce que vous saurez me dire à quoi ça va ressembler? C'est pas évident. C'est pas si évident que ça. Parce que là encore, pour le coup, le CSS, c'est pas un truc qu'on a appris quand on avait 4 ans. Là encore, si on veut vraiment répondre exactement à la question, il faut connaître les concepts suivants: layout, flow layout, box model, block container box, block et inline level box, anonymous box, block formatting context, inline formatting context et outer inner displaytive. Et là, en général, la réaction que j'ai quand je parle de ça, c'est « mais c'est quoi tout ça ?» Et je pense qu'on tient là le vrai problème avec CSS. Le vrai problème avec CSS, c'est qu'il y a une grammaire. En soi, ce n'est pas un problème, parce que tous les langages ont une grammaire, par exemple, de programmation. Je ne sais pas, TypeScript, ça a une grammaire, très bien, on l'apprend. C'est un peu dur, mais on l'apprend et ça nous va bien. Non, le vrai problème, c'est que personne ne nous l'a dit. Genre, si vous regardez tous les tutoriels sur CSS, la plupart ne vont parler de rien de tout ça. À la limite, peut-être le box model, layout, ils vont peut-être mentionner, mais le reste, on n'en parle pas. Et du coup, ça nous frustre forcément, parce qu'il y a des règles, il existe des règles qui nous permettent de prédire comment votre code va se comporter, et on ne sait même pas qu'elles existent. Alors forcément, on essaie des choses, on change des valeurs un peu au hasard jusqu'à ce que ça marche, et quand ça marche, on ne comprend même pas pourquoi. Et c'est ça qui est très frustrant, c'est ça qui nous embête. Bon, maintenant qu'on a vu ça, en fait, le problème est à moitié résolu, parce que maintenant, vous savez qu'il y a des concepts qui régissent le langage, mais je vais quand même donner quelques petites astuces pour se réconcilier avec CSS. Alors, la première astuce, c'est d'utiliser des modèles mentaux. Et il y a cette phrase de George Box qui dit qu'aucun modèle n'est correct, il y en a certains qui sont plus utiles que d'autres. De mon côté, je pense que le modèle du langage, c'est intention, vocabulaire et grammaire. Ça aide à faire du code de qualité, que ce soit en CSS ou pas en CSS d'ailleurs. Et du coup, on va regarder ça ensemble. Donc, si on prend l'intention, déjà, le premier but, c'est de clarifier l'intention. Donc, allez voir votre designer, allez voir votre product owner, et vraiment, posez-vous la question, quelle est l'intention? La width, est-ce que ça doit être un tiers, ça doit être fixe, ça doit être... C'est super important. Et vous verrez que la plupart du temps, ces personnes-là ne se sont même pas posé la question sur la plupart des cas. Et une fois que l'intention est claire, il faut que le code transpire l'intention. Parce que plus le code est proche de l'intention, plus il résistera aux changements futurs et aux cas limites. Donc là, si je prends ce code-là, par exemple, donc on a un select qui a une liste d'options, et cette liste d'options a une bordure et une hauteur maximale, ok. Et j'ai une media query avec un z-index, ok. Et maintenant, je vous donne ce même code, mais avec des variables.
dans quel cas est-ce qu'on comprend mieux que la liste d'options, sa hauteur maximale, ça doit être la hauteur de 8 options? En fait, plutôt dans le cas de droite. Parce que 34 pixels, ok, je vois 34, mais c'est une valeur magique. Pourquoi pas, j'en sais rien, 47, pourquoi pas 29? Alors que là, avec le calcul mathématique, je vois exactement ce qui se passe. Je veux que la liste des options fasse maximum la hauteur de 8 options. Et donc, ce code-là, il va mieux résister au changement de futur, parce que si quelqu'un passe et change la hauteur d'une option, ça ne va pas tout casser. Donc, pour que le code transfère l'intention, utilisez des variables. N'hésitez surtout pas à utiliser calc. Dès qu'il y a des opérations géométriques, un peu de maths pour aligner les choses, du coup, ça vous permet de vraiment clarifier cet petit alignement géométrique. Et vous pouvez aussi mettre stylint en place. Donc stylint, c'est l'équivalent de slint pour le CSS. Et il y a des règles plutôt sympas, comme une règle qui permet de forcer l'utilisation de variables pour certaines propriétés. Par exemple, pour couleur, ça vous force à utiliser des variables dans une palette, ce qui serait le mieux, ça serait aligné sur le design system. Et comme ça vous évite d'arcoder des valeurs de couleur et à la fin de vous retrouver avec 50 nuances de gris dans le site. Donc une fois que l'intention est claire et que le code la reflète bien, eh bien, on s'attaque au problème du vocabulaire. Et donc, pour le vocabulaire, mon conseil, c'est d'investiguer toute propriété qui vous semble louche ou qui ne marche pas comme vous l'espérez. Et pour ça, la ressource à garder, c'est MDN. MDN, ça peut être, comme Wikipédia, assez insipide au premier abord, mais c'est factuellement exact et très exhaustif. Et il faut lire ligne par ligne, parce que parfois on a envie de lire en diagonale comme dans une doc, mais il y a pas mal de choses très importantes. Et si on regarde MDN de vertical align, on voit très vite que ça sert à deux choses. Donc aligner un élément inline dans sa boîte, aligner dans la cellule d'un tableau, et avec une note que ça ne sert pas à aligner un bloc dans son parent. Donc, mon conseil, s'il y a un truc louche qui se passe, MDN, 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 MDN. Maintenant, on va voir la grammaire. Donc la grammaire, un bon modèle, c'est mieux qu'une liste de cas. Pour prendre un exemple, je vais prendre le problème de z-index. Alors, si on regarde les valeurs, la répartition des valeurs de z-index sur les sites les plus populaires du web, on obtient ça. Alors, je ne sais pas vous, mais il y a quelqu'un qui s'est amusé à mettre une énorme valeur ici, qui est techniquement même pas valide parce que ça dépasse un entier, les browsers sont même pas capables de l'interpréter correctement. Donc, avec ça, on voit vraiment qu'il y a un gros problème dans la compréhension de z-index et comment ça marche. Et je pense qu'on a à peu près tous fait au moins une fois z-index 99999 pour faire monter quelque chose. Alors, on va regarder le problème du z-index. Alors, si on regarde une façon dont on pourrait l'apprendre, je prends W3School, qui n'est pas forcément le meilleur site du monde, mais peut-être que des gens sont passés par là. Mais c'est une façon standard d'apprendre le z-index. On va vous dire que ça définit le stacking order d'un élément, qu'un élément avec un plus grand z-index va être devant, et que ça marche que sur les éléments positionnés et les enfants flex. Et que si deux éléments positionnés n'ont pas de z-index, c'est l'élément en dernier dans le HTML qui sera au-dessus. Ça, c'est une façon d'apprendre. On a une liste de edge case, donc à limite. Maintenant, si je prends un petit exemple. Donc, je veux faire un menu avec une liste d'options, et je veux que ce menu soit au-dessus de mon contenu. Donc, la liste d'options, je vais lui mettre en position absolue et un z-index. Très bien. Et là, ça passe au-dessus. Ça marche. Cool. Maintenant, je vais faire une tooltip. Et pareil, je veux que mon tooltip soit au-dessus du contenu, mais en dessous de la liste d'options. Donc, pareil, je vais mettre position absolue et je vais mettre un z-index de 1 qui est plus faible que l'autre. Et là encore, ça marche. Et plus tard, à un moment donné, je veux rajouter un autre cas à mon menu et je veux pouvoir le disable. Et pour le disable, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre une opacité de 0,8. Parce que, pourquoi pas, c'est une façon de faire. Que pensez-vous qu'il va se passer?
et boum, la tooltip repasse devant la liste d'options. Et là, vous vous dites, mais what, c'est un bug, qu'est-ce qui se passe, ça marche pas, c'est horrible. Et c'est horrible à débugger, quoi. On ne sait pas ce qui se passe, pourquoi le z-index repasse derrière, quoi. Et on va voir que si on apprend vraiment un modèle de comment ça marche, ça va être plus simple à résoudre. Donc le modèle derrière le z-index, c'est les stacking contextes, ou contexte d'empilement en français. Alors un stacking contexte, c'est quoi? C'est un conteneur isolé, donc c'est une boîte fermée, au sein de laquelle les éléments vont être affichés dans un certain ordre en profondeur. Et ces stacking contextes, ils ont deux trucs intéressants. La première chose, c'est qu'au sein d'un stacking context, il existe des règles pour déterminer l'ordre d'apparition. Donc, dans l'ordre, il va y avoir d'abord les éléments non positionnés dans l'ordre du HTML, puis les éléments positionnés dans l'ordre du HTML, puis les éléments positionnés ou itemflex qui ont un z-index dans l'ordre du z-index, et voilà. Et la deuxième propriété, c'est qu'il peut y avoir d'autres contextes d'empilement. On peut en créer d'autres. Et un contexte d'empilement est créé, il est créé pour l'élément racine, HTML, mais il y en a d'autres quand on utilise position absolue ou relative avec un z-index, quand il y a position fixe ou sticky, quand il y a un enfant d'un container flex ou grid avec un z-index, quand on a une opacité différente de 1, c'est un trigrance, et quand on utilise des propriétés un peu cheloues, transform, filter, clipass. Alors, ce qui est important à retenir, c'est pas forcément tous les bullet points, tous les listes, parce que ça, j'ai pas la place dans ma tête pour retenir tout ça. Enfin, je veux dire, c'est super relou de retenir ça par cœur. Non, ce qui est vraiment important, c'est de retenir ce qui est au-dessus. C'est qu'il y a des boîtes fermées, il y a des règles pour déterminer l'ordre d'empilement à l'intérieur, et surtout, il peut y en avoir d'autres. Et c'est ça qui nous manquait. Et donc, si on regarde à nouveau le problème, on va se rendre compte que oui, il y a le stacking contexte racine. Donc, au sein de ce stacking contexte, on va avoir des règles d'empilement. Mais en rajoutant l'opacité, on va vite se rendre compte qu'en fait, on en a créé un deuxième qui va englober le menu. Et comme c'est un conteneur fermé, la liste des options va rester à l'intérieur et du coup va repasser sous le tooltip. Et donc, en maîtrisant ce concept, en fait, on est capable de résoudre tous les problèmes de z-index qu'on peut avoir. Et donc, c'est super puissant. Donc, ce qu'on retient, c'est qu'avec le simple concept de stacking context, qui est un conteneur, une boîte isolée, il y a des enfants qui sont ordonnés suivant une certaine liste de règles, et on peut créer d'autres stacking contextes. Et les détails, si j'ai besoin de m'en souvenir, je vais sur MDN, mais déjà, ça m'arme pour résoudre tous les problèmes de z-index, et c'est assez puissant. Alors, ça, c'est cool. Donc, il y a des modèles. Alors, lesquels sont les plus intéressants à maîtriser? J'ai fait une liste des choses qui me paraissent les plus importantes. Donc, le box model, la spécificité, le flow layout, inner outer display type, stacking context, flex et grid. Et je pense que si vous êtes capable d'expliquer ces trucs-là de façon claire à quelqu'un d'autre, franchement, votre niveau en CSS va exploser. Alors, est-ce que c'est possible de tout faire en flex et grid? Oui, jusqu'au moment où vous allez tomber sur des problèmes que vous n'allez pas savoir résoudre, par exemple avec le flow layout qui est le layout par défaut. Je vous recommande vraiment d'apprendre ces concepts. Alors, tout ça c'est bien sympa, mais il faut aussi les pratiquer. Alors, comment les pratiquer? Quelques astuces. La première astuce, c'est la code review. Donc, quand on voit une code review, quand on voit un code qui contient du CSS, l'exercice qui est possible de faire, en tout cas c'est le truc qui moi m'a fait progresser très vite en CSS, c'est d'essayer, sans regarder de screenshot ou quoi, d'essayer de modéliser et de prédire dans sa tête ce à quoi ça va ressembler. Alors, c'est très dur comme exercice au départ parce qu'on n'a quasiment jamais fait ça, et forcément, comme c'est un muscle à travailler, c'est très dur au début. Mais l'avantage que ça a, c'est qu'une fois que vous avez l'image claire dans votre tête, vous pouvez comparer à la réalité. Et en comparant à la réalité, ça va vous dire tous les gaps qu'il y a dans votre compréhension. Et vous allez pouvoir vraiment itérer très vite
dessus et améliorer votre compréhension de ce qui se passe. Donc c'est un peu comme avoir un petit moteur de rendu dans sa tête. Bon, ça va être un peu compliqué, mais ça permet de progresser très vite. Une autre façon de faire, c'est aussi de faire des codes in the dark. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont déjà fait, mais l'idée, c'est on va essayer de faire coder bien un design du premier coup, sans regarder le résultat. Et une fois qu'on se dit que c'est bon, eh ben, on s'autorise à regarder, et là, on regarde toutes les différences. Donc c'est à peu près la même chose. Deuxième astuce, c'est de dessiner. En plus, le CSS est très visuel, ça permet ça se fait très bien avec ça. Donc par exemple, quand vous avez une maquette, donc là je prends un design soit, en fait je peux l'imprimer et derrière dire ok, je vais dessiner les boîtes qui vont correspondre aux éléments DOM derrière. Je vais pouvoir dire ok, quel algo de layout je vais choisir, est-ce que c'est flow, est-ce que c'est grid, est-ce que c'est flex. Je vais pouvoir préciser les quelques propriétés qui sont importantes. Et ça, j'ai trouvé ça un outil super puissant, notamment pour former les juniors ou ceux qui ne connaissent pas encore le CSS. Donc c'est un outil assez puissant de formation. Et ça peut aussi résoudre des problèmes compliqués, donc comme le problème de Z-index qu'on a vu, ça peut aider. Autre astuce, faire un projet sans filet. Donc le prochain défi que vous pouvez faire pour votre projet perso ou un projet que vous avez, c'est de prendre Material UI, Bootstrap, tout ça, toutes les libres de design, vous les prenez, pouf, vous les jetez par la fenêtre et vous refaites le design vous-même. Et en fait, en faisant ça, ça va vous forcer à utiliser le muscle du CSS et à entraîner les propriétés que vous connaissez, à entraîner les concepts que vous avez appris. Et vous refaites comme ça un design system. Alors, vous pouvez bien sûr vous inspirer d'un design existant, mais résistez à la tentation d'inspecter l'élément et essayez plutôt de le faire de tête. Ça va vraiment vous entraîner à utiliser toutes ces propriétés. Et bien sûr, je dis de jeter les libs de design à la poubelle, mais prenez quand même pour les composants complexes du UI des libs par exemple headless comme Radix UI qui vous permettent de faire des composants accessibles sans avoir à recoder tout le JavaScript qu'il peut y avoir derrière, parce que ça peut être assez compliqué. Donc ça, dernière astuce qui en tout cas moi m'a fait beaucoup aider, donc j'espère que ça vous aidera aussi. Alors, maintenant qu'on a tout ça, ok, donc on sait, il y a des concepts, ça va résoudre notre problème, on sait comment s'entraîner dessus, mais comment les apprendre? Où est-ce qu'on les trouve? Il y a deux possibilités. La première, c'est de faire comme j'ai fait, donc au fur et à mesure des années, récupérer l'information là où elle est diluée. Donc ça va être plein de pages MDN, ça va être fouiller dans l'aspect CSS, parce que oui, il y a des réponses qu'on trouve que là-dedans, et c'est pas forcément super agréable à lire. Et des articles et questions Stack Overflow, bref. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une deuxième solution où il y aurait tout à un seul endroit. Et cet endroit, je l'ai appelé CSS Dojo. Et donc, CSS Dojo, c'est quoi? C'est un site que j'ai fait où dessus, vous allez avoir des concepts pour comprendre, des récaps pour se souvenir de ce qui est le plus important, des éditeurs live pour pouvoir pratiquer en plein milieu de la page, et des questions pour tester ses connaissances et voir si on a bien retenu les choses. Donc, c'est un outil qui est gratuit, open source, donc vous pouvez y aller quand vous voulez. C'est un truc que j'utilise pour former les gens chez Théodo et ça m'a déjà été super utile, donc j'espère que ça pourra l'être pour vous aussi. Et en tout cas, si vous avez des feedbacks, j'ai hâte de les prendre. Donc, si on récap un peu tout ça. Donc, ce qu'on a vu, c'est que le CSS, ça nous a tous frustrés à un moment donné. Je veux dire, comme je disais, n'importe quel dev qui a passé plus d'1 heure à faire du CSS est tombé sur des problèmes absurdes. Et en fait, ça nous frustre parce qu'il y a des choses, il y a des règles qui nous permettent de prédire comment le code va se comporter, et on ne sait même pas que ça existe. Et c'est ça le problème. Du coup, apprendre ces concepts, ça va nous aider. Et plutôt que retenir une liste de edge cases, on va apprendre les bons modèles qui vont nous permettre derrière de faire face à tous les problèmes et toutes les situations. Alors, un dernier mot, je sais que le CSS, ce n'est pas forcément votre tasse de thé, ni le design, ni le front-end.
forcément, tout le monde a un peu des motivations différentes. Il y a certains qui préfèrent l'infra, certaines qui préfèrent le back-end. Bref, c'est normal, chacun a des motivations différentes. Mais si je peux vous assurer d'une chose, c'est que d'avoir la confiance en soi et les armes pour faire face à n'importe quelle situation, c'est quelque chose de très satisfaisant et très gratifiant. Donc, si un jour, vous vous êtes dit, peut-être le CSS, ça saoule souvent, j'espère vous avoir convaincu de passer à l'action pour continuer à apprendre là-dessus et passer à un stade où peut-être vous vous direz, le CSS, c'est super sympa. Voire, un jour, pour les plus aventureux et aventurières d'entre vous, le CSS, c'est super stylé. Oui, ok, peut-être. Bon, bref, un jour. Merci. S'il y a des questions. Hello, bonjour. Merci pour la presse. Moi, je trouve que ça remet bien les bases. Là où maintenant, on a vraiment beaucoup de frameworks, etc., qu'on prend déjà tout fait, tout en un, quoi, et on prend les composants, mais bam, c'est terminé, avec des variables qu'on va juste mettre les colors du design system, etc. Donc, c'est vrai que ça repose les bases de pourquoi, quand je fais mon très bon exemple sur le vertical inline, je trouve, ça, je pense que tout le monde se sent concerné. Très bon exemple. Non, moi, ma question, c'était par rapport à cette brique navigateur du CSS. Est-ce que la communauté, je sais pas trop comment ça se passe le développement derrière, est-ce qu'ils ont prévu d'améliorer cette techno? Parce que c'est vrai que ça doit bien faire 20 ans que c'est pas trop changé, on va dire. Ils ont rajouté des propriétés, Flexbox, etc. Mais est-ce qu'ils ont prévu vraiment un gros breaking change là-dessus? Quelque chose qui facilite, quoi. Ouais. Alors déjà, je vais rebondir sur ce que ça a dit au début. Et effectivement, je suis d'accord qu'aujourd'hui, la formation des devs, on a tendance à apprendre à faire du React, du Redux, avant de savoir faire du HTML et du CSS. En fait, c'est comme si tu demandais de sprinter avant de savoir marcher. Et pour répondre à ta question sur les navigateurs, donc, alors déjà, il y a eu un progrès progrès. Comme tout le monde maintenant se base sur le moteur de rendu de Chrome, sauf Firefox, et que IE a été déprécié, on est quand même assez aligné au niveau de la modernité des browsers, donc les problèmes de compatibilité dont j'ai parlé au début, c'est quasiment plus existant. Il y a quelques bugs qui restent à la marge, mais au moins on n'a plus ce souci-là. Après, il y a eu quand même quelques évolutions. Il y a des propriétés qui se rajoutent, par exemple Gap pour Flex. Il y a notamment le nesting qui est arrivé là récemment. Donc on peut faire du nesting comme sur les préprocesseurs. Donc c'est toujours en mouvement. D'ailleurs, il y a le CSS Survey qui est sorti il y a quelques jours, où justement qui aide Google à savoir quel truc implémenter. Après, au niveau des break-in change, je pense qu'il n'y en aura jamais parce que en fait, le web est tellement partout maintenant que faire un break-in change sur des propriétés CSS, c'est casser probablement potentiellement la moitié des sites du monde. Donc, je pense que ça n'arrivera jamais. Autant ou peut-être en JavaScript, ça peut être un peu plus progressif parce que il y a la transpilation, on peut faire évoluer, on peut juste ne plus utiliser d'autres choses. Là, le fait que le layout par défaut soit présent partout, on ne peut pas trop changer ses règles, quoi. Voilà. Merci. Merci pour la présentation. Moi, j'ai juste une question toute simple. Est-ce que vous pourriez tenter d'expliquer peut-être simplement ce que c'est un peu plus en détail une librairie headless en fait Ouais. Alors, donc les librairies de design classique, donc Bootstrap, Material UI, si vous en avez déjà utilisé, en fait, ça va venir avec un paquet de styles CSS. Et alors c'est cool parce que ça permet d'aller plus vite si on veut faire une interface qui ressemble à ça. Ça peut être moins cool si on doit surcharger les styles parce que on doit overrider les styles de la lib et donc ça peut prendre pas mal de temps et ça peut mener à des bugs.
Une lib headless qu'elle va fournir, c'est vraiment des composants, typiquement pour des frameworks comme React. Ça va fournir vraiment des composants React sans style. Donc ils ont les styles par défaut. Et derrière, en fait, c'est toi qui vas rajouter tes styles. Donc c'est vraiment toi qui fais tout le CSS. Mais le JS de base est là. Par exemple, pour gérer un carrousel qui va défiler ou des choses comme ça, ou une modale, ou un multiselect, des choses comme ça, quoi. Ouais, c'est des composants JavaScript. C'est des composants JavaScript, mais sans design. Et donc, tu as juste à mettre le design derrière. Oui, il manque un truc à la présentation. C'est quoi le rendu des span, div, div avec les borders et tout? Si tu vas sur CSS Dojo, c'est sur la première page. Super, merci Voilà. beaucoup. Ok, merci beaucoup à tout le monde d'être venu. Et puis n'hésitez pas aussi à donner du feedback, ça sera très sympa.